à tous, bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes connectés pour notre nouveau live de cette année, un live spécial pour les candidats tremplin sur le test tâche 2. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à nous faire des petits signes pour nous dire que vous êtes là, à liker et à nous dire que c'est bon. Alors, je me présente, je suis Charlotte Fradet, je suis responsable communication pour les concours tremplin. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le concours et sur les épreuves. On pourra aussi y répondre rapidement, même si ce live est spécial sur le test tâche 2. Alors, est-ce que juste on peut passer les slides? Moi, si je touche un truc, voilà. Merci. Voilà un petit planning de ce qui va se passer tout à l'heure. Je vais juste... hop, je permets... Voilà, juste les infos essentielles à retenir. N'oubliez pas, les inscriptions, c'est jusqu'au 27 mars. C'est pas tout de suite, évidemment, mais chaque année, on a des gens qui ratent les dates, donc ne ratez pas la date du 27 mars. Les écrits, pareil, une seule date, c'est toujours un samedi, et ce sera cette année le samedi 13 avril, dans le centre écrit de votre choix. 15 en France, 2 à l'étranger, à Casablanca et à Londres, et un centre à Nouméa. N'oubliez pas aussi plein d'outils pour se préparer dans la rubrique se préparer du site web, en libre accès, totalement gratuit, et plein d'outils, des vidéos, des choses comme ça. Le concours tremplin, ça vous donne accès à 2 grandes écoles, Kedge Business School et Neoma Business School, avec 290 places pour Kedge, Bordeaux et Marseille, et Neoma, 225 places pour Reims et Rouen. Vous avez ensuite le choix du campus. Hop. Qu'est-ce que vous trouvez sur la rubrique se préparer, notamment pour le test tâche 2? 2 fiches de cours, un mémo mathématique, des fiches de méthode, des vidéos explicatives et un lien vers une préparation officielle pour faire des tests en live avec un tarif préférentiel. Donc n'hésitez pas. Voilà, et bien écoutez, maintenant je vais laisser la place à notre spécialiste Arnaud et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci Charlotte. Allez, on va commencer. Bonsoir à tous. Allez, prenez de quoi écrire. Donc, je succède à Charlotte et je vais occuper du coup ce live durant une petite heure. Donc, pour me présenter très rapidement, me concernant, je m'appelle Arnaud Sévigné. Donc, je suis professeur de tâche 2 ainsi que de tâche mage. Donc, je connais parfaitement ce test et je prépare du coup des centaines et des centaines d'étudiants, aussi bien pour les écrits que pour les oraux, au concours tremplin 1 et 2. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, durant une petite heure, on va parler du tâche 2. Pour vous montrer que quel que soit votre niveau en calcul, en mathématiques, en français, il est totalement possible d'avoir un bon, voire un très bon score en tâche 2. Donc on va détailler dans un premier temps la présentation du tâche 2 afin que vous ayez une bonne vision d'ensemble. Ensuite, on verra ce qu'il faut faire avant, pendant et après le test. Les idées reçues sur le tâche 2, les conseils d'ordre généraux et ensuite je vous donnerai des exemples précis de questions type par sous-test. Le sous-test lexiphrase qui est le numéro 1, le sous-test paratexte qui est le numéro 4, les 2 sous-tests de calcul, le numéro 2 et le numéro 5, et on finira par des questions types avec à chaque fois des astuces et des conseils pour la partie logique. Donc prenez vraiment de quoi noter parce que vous allez apprendre pas mal de tips aujourd'hui, même si bien entendu on ne peut pas tout voir. L'objectif de ce live est de vous montrer des questions types que vous aurez soit durant votre passage de tâche 2 avant les concours, soit le jour du concours. Donc ça, c'est très important que vous compreniez bien ça. Le tâche 2, on peut le passer donc mi-avril avec le concours tremplin 1 ou alors par vos propres moyens avant. Et dans ce cas-là, c'est vous qui envoyez sur votre espace candidat votre score de tâche 2. Donc à vous de choisir. Moi, personnellement, je vous recommande de le passer plutôt avant, c'est-à-dire en février ou en mars. Comme ça, ensuite, après votre tâche 2, vous pouvez réviser vos 2 autres épreuves, à savoir la note de synthèse et l'anglais. Que si vous passez tout le jour J, ça peut vous faire une journée un petit peu chargée. Donc, étalez bien vos révisions et votre préparation. Commencez par le tâche 2 et ensuite l'anglais et la note de synthèse. Allez, on commence directement par la présentation du tâche 2. Le tâche 2, c'est un test, comme vous pouvez le voir, d'aptitude. Ce n'est absolument pas un test de connaissance. Pourquoi? Parce que quelle que soit la filière dont vous êtes originaire, que vous soyez en BTS, que vous soyez en licence 2, que vous soyez en DUT, que vous soyez en 2e année de bachelor, l'objectif c'est que aucun étudiant ni aucune étudiante ne soit avantagé par rapport aux connaissances que vous avez eues grâce à vos études supérieures.
Donc les 3 aptitudes qui sont testées, qui font appel plutôt à de la logique naturelle pour voir si justement vous cogitez bien. Premièrement, les aptitudes verbales, on verra à quel sous-test ça correspond. Grosso modo, c'est du français. Une partie orthographe, une partie conjugaison et une partie compréhension de texte. Donc c'est bien comprendre un texte et bien savoir écrire français, pour faire très simple. Ensuite, on verra l'aptitude aux résolutions de problèmes. Ça, concrètement, c'est du calcul. Pas de panique. Ce ne sont pas des mathématiques. D'accord? Le niveau maximum demandé en mathématiques est de niveau 3e. Tout simplement parce que c'est à partir de la fin du collège où vous vous êtes dispersé entre les bacs L, les bacs ES, les bacs S, les bacs STMG, les bacs Pro. Bref, c'est à partir de là où vous avez pris des chemins divers et variés. Donc le niveau attendu maximum en mathématiques, c'est 3e. Donc les calculs que l'on va voir ensemble sur les questions type, le programme, vous le connaissez par cœur parce qu'on l'a vu en 4e, 3e. C'est simplement la tournure des exercices qui peuvent être un peu particulières. Et ensuite, on verra l'aptitude au raisonnement logique avec des suites de chiffres, des suites de lettres. Et là, ça ressemble un peu à des exercices ou à des quiz que vous avez pu faire dans des magazines, peut-être durant l'été. On en verra un certain nombre avec à chaque fois des conseils et des astuces. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser durant le chat. Et là, juste à côté du coup de votre live, si jamais vous avez des amis, n'hésitez pas à les prévenir parce qu'on est lancé là dans 50-55 minutes ensemble pour vraiment bien disséquer ce test d'aptitude et savoir ce qu'il faut faire pour bien se préparer, quelles sont les questions types que vous allez avoir et surtout comment les résoudre et comment se préparer. Prenez un stylo, un brouillon, de quoi faire les exercices que je vais vous donner. Alors, premièrement, comme je vous ai conseillé, soit vous passez le tâche 2 par vos propres moyens sur tâche2.fr, vous vous inscrivez sur ce site, par exemple en février et en mars, et vous enverrez votre score, une fois votre score obtenu, sur votre espace candidat au concours Tremplin 1. Ou alors, lors de votre inscription au concours Tremplin 1, vous précisez que vous souhaitez le passer le tâche 2 avec eux, et dans ce cas-là, ça sera mi-avril. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, mon conseil, c'est de le passer avant pour étaler votre préparation et vos révisions. Donc février-mars, le tâche 2, ce qui vous laisse ensuite plusieurs semaines pour préparer la note de synthèse et l'anglais. Le test, comme vous pouvez le voir, une durée d'1h55. Pas le droit de sortir de la salle. Donc vous irez aux toilettes avant. 70 questions, 4 choix de réponse à chaque fois, A, B, C, D. Une seule bonne réponse, toujours. Faites attention, une bonne réponse vous rapporte 3 points, mais une mauvaise réponse vous coûte plutôt 1 point. Donc il y a des points négatifs. En d'autres termes, vous ne pourrez pas toujours répondre au hasard. Qui dit point négatif dit que soit on est sûr de sa réponse, soit on est quasi sûr de sa réponse, mais en tout cas on ne pourra pas répondre au hasard. Si vous ne répondez pas à une question, bien entendu, ça vous rapportera 0 point. Donc 70 questions, si à chaque fois vous marquez 3 points, ça vous fait un total de 210 points. Donc votre score final vous sera donné une dizaine de jours après sur 210 points. Voici la décomposition de votre test de tâche 2. Les 6 sous-tests, vous les avez sur la colonne de gauche. Lexiphrase, donc ça c'est la partie orthographe, grammaire. On verra d'autres types de questions aussi. Une partie calcul, une partie logique, une partie paratexte. Donc là c'est un texte et des questions dessus. Pareil, je rentrerai dans le détail au cours de ce live. Le deuxième sous-test de calcul, qui est exactement comme le premier. Et on finira par de la logique graphique. Donc là, c'est des éléments noirs, blancs, des triangles, des carrés qui se déplacent à l'intérieur de cadres. Pareil, je vous donnerai des exemples. Vous avez le nombre de questions à chaque fois. C'est un test qui est très bien équilibré. Il y a un tiers de français, un tiers de calcul, un tiers de logique naturelle. Donc si vous êtes plutôt avantagé, par exemple en calcul mental, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes plutôt désavantagé en calcul mental, ne vous inquiétez pas, vous pourrez totalement vous rattraper sur les autres parties. Si vous n'êtes pas très bon en orthographe et en grammaire, pas de souci, vous pourrez totalement compenser avec la partie logique et la partie calculatoire. Donc c'est vraiment un test qui est parfaitement équilibré. Quel que soit votre profil, quelle que soit votre filière, quels que soient vos avantages et vos désavantages, vous n'aurez pas un avantage énorme par rapport aux autres candidats, étant donné que tout se compensera. Et ensuite, vous êtes noté sur 210 et vous recevez votre score une dizaine de jours après. Voici l'attestation de score officiel que vous allez recevoir. Donc en l'occurrence, on a pris celle de mon associé Joachim Pinto qui lui avait passé
du coup le tâche 2, et qui avait été noté sur 210, qui avait eu un très bon score. Donc vraiment, c'est une question d'entraînement et de répétition, et c'est vraiment accessible à tout le monde. Hop, que faut-il faire avant? Donc comme je vous ai dit, avant on s'inscrit sur tâche2.fr pour le passer avant, ou alors vous le passez avec le concours tremplin. Attention à votre heure de session. C'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Vous allez avoir des sessions le matin, des sessions l'après-midi. Les sessions du matin, en général, elles sont à 8h30. Ça veut dire quoi? Il faut être sur place un quart d'heure avant, 8h15. Il faut y aller sur place, on va dire une demi-heure pour faire très simple, 7h45. Bien entendu, il faut petit déjeuner, etc. Ça veut dire qu'il faut vous lever à 7h. Donc si vous prenez la session du matin, vous avez intérêt à être du matin. Tout simplement parce que c'est un test un peu de rapidité, un peu de logique, un peu de calcul, un peu de français. Donc si vous avez la tête dans le chou le matin, vraiment, je vous recommande de prendre une session qui se déroule l'après-midi. Donc faites vraiment très attention aux heures de passage. Ensuite, ce qu'il faut faire pendant. Les documents nécessaires. Imprimez votre convocation à l'examen. C'est très important, imprimez-la sur papier, ne venez pas avec votre smartphone, imprimez-la. Carte d'identité, bien entendu, permis de conduire, passeport, carte d'identité, tout est bon. Le matériel autorisé, stylo bic, enfin stylo bille noir, l'eau et la nourriture, vous pouvez, il faudra simplement la poser au pied de la table. Concernant le stylo bille, normalement on vous en fournit le jour J, toutefois je vous recommande d'en prendre un si jamais le stylo le jour J fuit ou si jamais il y a un souci. Donc prenez toujours un stylo bic noir, pas un stylo plume, pas un crayon à papier, simplement un stylo bic noir. Maintenant le matériel qui est interdit. Vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de mathématiques. Il peut y avoir du calcul mental. Bien entendu qu'il y aura des tables de multiplication à faire, des fractions à simplifier, mais il n'y aura pas plus compliqué. Vous n'aurez absolument pas besoin de calculatrice. Vous n'aurez pas aussi de brouillon. Pas de panique, pour développer vos calculs ou pour faire des schémas, vous pouvez le faire sur votre sujet. Donc le jour J, on va vous donner deux documents. Un premier document qui est tout simplement votre grille de réponse, où vous allez répondre aux questions. Un deuxième document qui est votre cahier de questions. Dans ce cahier de questions, qui fera une quarantaine de pages, vous aurez vos 70 questions. Il y aura 3 questions par page. En d'autres termes, vous avez 10 à 15 cm par question, ce qui vous laisse largement la place de développer vos calculs. Donc votre cahier de questions sert à la fois de sujet et de brouillon. Personne ne s'est jamais plaint d'un manque de place sur son cahier de questions, donc pas de panique par rapport à ça. Une fois que vous avez répondu à une question sur votre cahier de questions, vous la reportez, cette réponse, directement sur votre grille de réponse. À la fin du test, vous donnez votre grille de réponse au surveillant, vous lui rendez aussi le cahier de questions, mais c'est votre grille de réponse qui permettra de calculer votre score. Donc cahier de questions pour faire vos questions avec le brouillon inclus dedans, du fait qu'il y ait énormément d'espace, et votre grille de réponse qui permet de calculer votre score. Vous n'avez aussi pas le droit aux surligneurs, aux effaceurs, au téléphone ou encore aux montres. Donc les surligneurs et les effaceurs, je pense que tout le monde comprend bien ça. Par rapport au téléphone et aux montres, pas de panique. Concernant la gestion du temps, vous aurez une horloge dans votre classe ou dans votre amphithéâtre, ce qui vous permettra de savoir quand débuter le sous-test et quand il terminera. Ensuite, vous aurez les surveillants qui vous annonceront le temps restant. Ils vous indiqueront il vous reste 10 minutes, il vous reste 5 minutes et il vous reste 2 minutes. Comme ça, vous saurez où vous en êtes au cours de votre sous-test. Donc 1, l'horloge, 2, les surveillants qui vous indiquent 10, 5, 2. Donc vous savez le milieu du test, proche de la fin et quasiment à la fin. Donc pas de panique par rapport au temps. Ensuite, donc l'annonce du temps, comme je viens de vous le dire, par les surveillants 10, 5, 2. Ce qui est très important, c'est comme on l'a vu, il y a 6 sous-tests. Il est interdit de revenir à un sous-test précédent ou d'avancer au sous-test suivant. Donc si vous êtes au sous-test numéro 2 par exemple, au sous-test calcul, que vous avez fini en avance, vous n'avez pas le droit d'entamer le sous-test suivant ou justement de revenir au sous-test précédent. Vous devez rester dans votre sous-test. Et les surveillants peuvent vérifier ça très facilement dans la mesure où il y aura des symboles différents en haut de chaque sous-test. Donc par exemple calcul, ça va être des carrés tout en haut de chaque feuille. Ensuite paratexte, ça sera des triangles par exemple. Logique, ça sera des dièses. Donc en un coup d'œil, ils peuvent voir où vous êtes. Donc vraiment, ne prenez pas le risque. Restez concentré sur votre sous-test. Attendez que le surveillant vous dise que c'est fini. Et ensuite, lorsqu'il vous donne l'instruction, vous pouvez passer au sous-test suivant. Donc vous restez dans votre sous-test.
Et enfin, après, comme je vous ai dit, vous avez les résultats qui vous seront affichés 10 à 15 jours plus tard sur votre espace candidat sur tâche2.fr. Parce que le tâche 2 est vraiment un test à passer. Enfin, le tâche 2, c'est un test qui est indépendant, que vous pouvez passer à part. Donc moi, c'est ce que je vous recommande. Inscrivez-vous en février, en mars, passez-le par vos propres moyens et donnez votre score ensuite au concours Tremplin 1. Ou alors, si vous voulez tout passer le même jour, peut-être c'est plus pratique pour vous, dans ce cas-là, lors de votre inscription au concours Tremplin 1, vous allez dire « Oui, je souhaite passer le tâche 2 avec le concours le jour du concours en avril ». Ou alors, vous allez dire « Non, je le passe par mes propres moyens et je vous enverrai mon score sur votre espace candidat ». Dans ce cas-là, passez-le avant, bien entendu, le jour de l'examen, c'est avant le jour du concours, c'est-à-dire en février ou en mars. Allez, on continue avec les 7 idées reçues sur le tâche 2. Il y a beaucoup de rumeurs par rapport au tâche 2, il y a beaucoup de bruits de couloir que l'on entend souvent, soit sur les réseaux sociaux, soit entre vous, soit en classe. On va un peu désacraliser ce test, d'accord? Parce que souvent, il y a un peu une forme d'anxiété qui se crée, alors que bien au contraire, c'est un test qui est plutôt abordable si on se prépare un minimum. Est-ce que le tâche 2 est fait pour les matheux? Non. Comme on a pu le voir, c'est un test qui est parfaitement équilibré entre les épreuves littéraires et les épreuves de calcul. Donc si vous êtes un matheux, si vous êtes un bac S, vous n'êtes absolument pas avantagé par rapport à un bac L. Absolument pas. Ouais. Deuxièmement, on me dit souvent aussi qu'il est impossible d'intégrer Neoma avec un score inférieur à 120. Absolument pas. Croyez-moi sur parole, je prépare des centaines d'élèves chaque année. Il y en a beaucoup qui ont parfois des scores de 110, 200, de 90 qui sont admissibles, qui sont peut-être tout juste admissibles, mais qui ensuite se rattrapent avec les oraux. Donc ce n'est absolument pas une épreuve éliminatoire. L'objectif du tâche 2, c'est de marquer le maximum de points. Si vous êtes juste au-dessus de la limite, dans ce cas-là, vous vous rattraperez aux oraux. Si vous êtes bien au-dessus de la limite, tant mieux pour vous, vous allez prendre de l'avance. Mais ne vous dites pas qu'une personne qui a 120 ou en dessous de 120 est forcément éliminée. Pas du tout. Il y en a plein, c'est très important que vous compreniez bien ça, qui sont admissibles à Cage et à Neoma avec un score de 95, de 90, de 85. Bien entendu, ce n'est pas l'objectif. Pour intégrer ces écoles-là, l'objectif, ce n'est pas de viser le score minimum. L'objectif, c'est de viser le plus haut possible pour avoir le maximum de points d'avance. Mais si vous avez en dessous, du coup, vous n'aurez pas d'avance. Il faudra rattraper cette avance aux oraux. Mais vous voyez, ce n'est absolument pas une épreuve éliminatoire, c'est une épreuve où plus vous marquez de points, plus vous aurez des points d'avance sur les oraux. Alors, je réponds à quelques questions, je fais une petite pause. Valentin, est-ce que l'on pourrait avoir des précisions sur le fait de passer le tâche avant mi-avril? Alors Valentin, moi ma recommandation, c'est de ne pas passer toutes les épreuves du concours Tremplin 1 en avril, c'est-à-dire le même jour. Parce que tu vas passer ton épreuve d'anglais 2 heures, ton épreuve de notes de synthèse, pareil, 2 à 3 heures, ton épreuve de tâche 2, 2 heures, ce qui te fait une journée très chargée de 8 heures. Ma recommandation, c'est d'étaler ta préparation, c'est-à-dire de t'inscrire toi-même sur tâche2.fr et de passer le tâche 2, qui est un examen indépendant, avant. Donc tu passes le tâche 2, ce test de logique, en février ou en mars, et tu envoies ton score sur ton espace candidat sur le site tremplin1.com. Et bien entendu, tu dois passer ensuite en avril les épreuves d'anglais et de notes de synthèse. Donc ne passez pas, c'est ma recommandation, toutes les épreuves le jour J. Passez le tâche 2 avant, comme ça vous préparez la note de synthèse et l'anglais durant un petit mois ensuite, et vous passez ces 2 épreuves-là en avril. Mais bien entendu, il est très important de passer avant la date du 13 avril pour le concours Tremplin 1. Donc passez le tâche 2 en février ou en mars. En tout cas, c'est ma recommandation. Ensuite, vous inquiétez pas, je vois que Charlotte répond à l'ensemble de vos questions sur le chat. Donc si vous en avez d'autres et que je peux répondre en live, je le ferai. Sinon, n'hésitez pas à les poser. Il y a la directrice de la communication qui pourra répondre à vos questions sans souci. Troisième idée reçue. Il est impossible de traiter toutes les questions d'un sous-test dans le temps imparti. Encore une fois, c'est faux. C'est un test qui peut totalement se finir dans le temps imparti. Le tâche 2 ne fait pas partie des tests qui sont impossibles à finir, bien au contraire. Donc, ce n'est pas forcément simple, mais en tout cas, c'est totalement possible. Il y en a plein chaque année qui y arrivent. Le tâche 2 est similaire à un test de QI. Pas du tout. Le tâche 2 est un test qui fait appel à vos aptitudes verbales, c'est-à-dire de maîtrise et de compréhension de la langue française, vos aptitudes calculatoires, c'est-à-dire des petits énigmes comme on va faire par la suite. Le tâche 2 ne nécessite pas de préparation.
Alors là, bien entendu, je ne vais pas vous dire vrai. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas vous dire que l'on peut arriver le jour J sans avoir préparé un minimum ce test. Toutefois, la préparation, c'est comme un examen, elle nécessite pas 3, 4, 5 mois de préparation. Donc moi, ma recommandation, c'est d'acheter un ouvrage de préparation, faire des exercices en groupe avec vos amis à la bibliothèque, revoir par exemple ce live, utiliser les outils que vous avez à votre disposition sur votre espace candidat, mais voilà, vous faire un petit planning sur quelques semaines, à raison de 2, 3, 4 heures par semaine, peut-être sur les 2 semaines qui précèdent, les 3 semaines qui précèdent, les 4 semaines qui précèdent, en vous entraînant sur les questions types pour développer des automatismes. Donc vraiment, il faut un peu vous préparer. Toutefois, ne vous dites pas que c'est l'examen de votre vie. C'est un test, ça se prépare comme l'épreuve d'anglais, comme l'épreuve de notes de synthèse. 2, 3, 4 semaines avant, pour les plus stressés à la limite 1 mois et demi, 2 mois avant, à raison de 2 à 3 heures par semaine. Donc c'est comme si on avait une petite épreuve, une petite matière supplémentaire à travailler dans son planning. Donc oui, il y a besoin d'une préparation. Toutefois, c'est totalement accessible, c'est totalement faisable, quel que soit votre emploi du temps. C'est 2 à 3 heures par semaine, on va dire. Il faut souvent répondre au feeling. Plutôt non. Si vous êtes bien préparé, normalement, la part de feeling est réduite à néant. C'est que des automatismes ou des formules, vous voyez, pour la géométrie, des formules d'air, des formules de surface, des formules de volume, des formules de périmètre, que vous connaissez déjà en fait. Et on va simplement rafraîchir votre mémoire, étant donné que vous les avez appris au collège. Donc non, le feeling, il n'y a pas une énorme part de feeling. La plupart du temps, les réponses sont assez carrées, étant donné que c'est un test qui est plutôt rationnel. Il faut répondre enfin à toutes les questions. Idée reçue numéro 7, faux. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, vous ne répondez pas. Si vous ne maîtrisez pas très bien un type de question, passez, c'est pas grave. L'objectif, c'est de traiter en priorité les questions où vous êtes le plus à l'aise. Donc s'il y a une question qui vous embête un peu, ne perdez pas de temps dessus, passez à la suivante, il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu les 7 idées reçues qu'on entend souvent et qui sont la plupart du temps fausses. Allez, on passe à la slide suivante. Les 7 conseils généraux concernant le tâche 2. 1. Faites-vous un petit programme de révision. Comme je vous ai dit, la préparation va s'étaler sur 2, 3, 4 semaines. Pour ceux qui sont entre guillemets un peu plus stressés, 1 ou 2 mois. Hein. Tout dépend combien de temps vous travaillez par semaine. Mais faites-vous un petit programme de révision. Regardez votre emploi du temps. Dites-vous, bah voilà, où sont mes plages horaires libres durant ma semaine et mon week-end. Où est-ce que je peux caser mes 2 à 3 heures de révision hebdomadaire d'ici le tâche 2. Une fois que vous avez trouvé ces 2 à 3 heures de trou, il est très important de ne plus y toucher. Il y en a beaucoup qui repoussent au lendemain leur préparation et leur révision de tâche 2. Moi, je vous recommande qu'une fois que vous avez fixé, par exemple, le mercredi 16h-18h, de ne plus y toucher. Donc, si vous avez des choses à repousser, c'est vraiment vos autres activités. Conseil numéro 2, fixez-vous un objectif. C'est très important de se fixer un objectif, c'est généralement ce qui vous motive. Donc moi, je vous recommande de vous fixer l'objectif de 120, qui est un bon score. On va dire que 120, ça correspond à un 12 sur 20. Donc si vous voulez intégrer des bonnes écoles de commerce que sont Neoma et Ketch, c'est-à-dire un top 10 français, un 12 sur 20, c'est totalement honnête pour commencer à avoir des points d'avance sur les autres. Comme je vous ai dit, pas de panique si vous avez un score inférieur. Il y en a plein qui sont admissibles avec 11 sur 20, 10 sur 20, 9 sur 20, voire même 8 sur 20. Mais dans ce cas-là, ils compensent en note de synthèse ou ils compensent en anglais. Mais l'objectif pour nous, c'est de ne pas se mettre en difficulté. Donc, essayez de vous dire que c'est vraiment possible d'avoir un 12 sur 20 pour ce test-là. C'est l'objectif que vous devez vous fixer. Donc, 12 sur 20, pour faire très simple, on va dire que ça correspond à un 120. Conseil numéro 3, réalisez et apprenez des fiches de cours. C'est très important. C'est-à-dire que tout est une question de répétition, d'apprentissage, de mécanisme, d'automatisme. Donc plus vous répétez les exercices que je vais vous montrer et que vous allez avoir dans vos ouvrages de préparation, plus vous allez être rapide le jour J et mieux vous allez réussir ce test. Et pour cela, généralement, dès qu'il y a une formule, dès qu'il y a une astuce, dès qu'il y a un conseil qui est marquant, je vous recommande d'en faire une fiche de révision ou une fiche de préparation. Conseil numéro 4, entraînez-vous en conditions réelles. Comme vous le savez, c'est un test de logique qui évalue vos aptitudes, on a vu ça tout à l'heure, mais c'est aussi un test de rapidité. Ne vous inquiétez pas, pas de stress. La plupart du temps, ce qui fait que vous arrivez à bien gérer ce test, c'est le fait que vous développez justement des automatismes. Donc vous n'avez plus cette pression du temps, parce que ça vous paraît naturel. Toutefois, pour avoir cette contrainte du temps et justement pas s'étaler,
essayez de prendre des raccourcis ou développer des moyens mémotechniques, entraînez-vous en conditions réelles, c'est-à-dire avec un chronomètre. Et à la fin, bien entendu, du temps imparti, vous n'aurez pas traité toutes les questions de votre sous-test durant votre entraînement. Ce n'est pas grave, c'est normal, parce que vous n'allez très probablement pas traiter toutes les questions de jour J. Ce n'est pas grave. Laissez-vous du temps supplémentaire pour les traiter. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de vos entraînements, le temps supplémentaire que vous vous donnez pour traiter toutes les questions va diminuer. Ça, c'est vraiment un bon signe que vous progressez. Conseil numéro 5, sélectionnez vos questions. Comme je vous ai dit, il y a des questions de niveau facile, des questions de niveau moyen et quelques questions un petit peu plus difficiles. Dès que vous identifiez une question où vous n'êtes pas à l'aise dessus, ou vous estimez comme difficile par rapport à vos capacités, quel que soit le sous-test, passez-les. Il y a des questions faciles après. L'objectif, c'est de ne pas être bloqué sur une question. C'est très important que vous compreniez bien ça. Vous ne devez pas être bloqué sur une question. Si au bout de 20 secondes, vous ne sentez pas la question ou vous avez du mal à voir la méthode, c'est pas grave. Vous passez. Il y a des questions que vous saurez forcément faire dans les questions qui suivent. Donc, passez les questions, sélectionnez les questions de niveau facile ou les questions où vous êtes à l'aise dessus et à force de vous entraîner, vous allez les reconnaître. Conseil numéro 6, ne répondez jamais au hasard, sauf si. Comme on l'a dit, il y a des points négatifs. Donc, on ne peut pas se permettre de répondre toujours au hasard. Sauf si vous hésitez entre deux réponses. Donc, si vous hésitez entre deux réponses, c'est la seule et unique condition qui fait que je vous autorise à répondre au hasard. Parce que si vous avez une chance sur deux de marquer 3 points, dans ce cas-là, ça vaut le coup de répondre au hasard. Donc, vous ne répondez au hasard que si vous êtes sûr des deux réponses que vous avez éliminées et il vous en reste 2. Vraiment, c'est très important. Conseil numéro 7, travailler en groupe. Moi-même, j'ai passé le tâche 2 ainsi que le tâche mage, qui est le test pour les bac plus 3. Il est très important de travailler en groupe parce que du coup, il y a une forme d'auto-émulation qui se crée, même d'émulation tout court qui se crée à l'intérieur du groupe entre les différents membres. Si vous avez un peu de difficulté, le voisin vous aide, au moins vous vous boostez les uns les autres. Donc, moi, je vous recommande de faire un peu ce que je faisais, c'est-à-dire de trouver 2-3 amis qui préparent aussi les concours, d'aller à la bibliothèque et de vous dire, ok, le mercredi de 16 à 18, la première heure, on révise lexiphrase et paratexte, c'est-à-dire les sous-tests verbaux, et la deuxième heure, on révise calcul. Et on se motive entre nous, et c'est comme ça qu'on échange des bons tips, des bonnes méthodes, des bons conseils. Et en fait, on se fait progresser les uns les autres. Et dites-vous un truc, il y a des centaines et des milliers de candidats à ce concours, vous n'êtes pas concurrents lorsque vous êtes amis, bien au contraire. Plus vous vous aidez à monter de niveau, meilleur vous serez classé. Et votre ami ne prendra jamais votre place, bien au contraire. C'est justement en alliant vos forces que vous deux, vous allez rentrer à Neoma ou à Kesh. C'est très important de comprendre ça. Le groupe fait la force. Allez, on continue maintenant. On a fait une petite introduction générale d'un petit quart d'heure sur le tâche 2 dans son ensemble. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, prenez de quoi écrire parce que je vais vous faire travailler sur des questions types. On commence avec le sous-test numéro 1 et 4. Donc, les sous-tests verbaux, lexiphrase et paratexte. Voici les types de questions que vous pouvez avoir. Des questions de lexique pour le premier sous-test de lexiphrase. Des questions de lexique, ça veut dire des questions de synonymie ou d'antonymie. Donc, synonyme, c'est lorsque le mot est le plus proche du mot souligné, a le sens le plus similaire au mot souligné. Antonymie, c'est lorsque vous devez trouver une réponse qui a le sens opposé au mot souligné. Donc, vous aurez toujours un énoncé avec un ou plusieurs mots soulignés. À vous de trouver, selon la question, soit le synonyme le plus proche, soit l'antonyme, c'est-à-dire le mot qui est le plus éloigné. Vous aurez aussi des questions d'intrus. Donc, si je vous donne chat, chien, girafe, voiture, bien entendu, l'intrus, là, c'est la voiture. Tout simplement parce que les 3 autres sont des animaux. Vous avez aussi des questions, comme vous pouvez le voir, de cohérence textuelle. Donc, cohérence textuelle, c'est-à-dire des textes à trous. C'est-à-dire, on va vous donner une phrase, il faudra compléter cette phrase à trous pour que ça ait un sens. Vous aurez aussi des questions de correction orthographique ou de correction grammaticale. On va vous donner 4 réponses, A, B, C, D. On va vous dire, parmi les 4 solutions suivantes, une seule est bien orthographiée. Laquelle? Parmi les 4 solutions suivantes, une seule est mal orthographiée. Laquelle? Et ensuite, on passe du coup au sous-test numéro 4, le sous-test paratexte. Lui, c'est un peu différent. C'est plus de la maîtrise de la langue française. C'est plus des intrus, de la synonymie, de l'orthographe, de la grammaire. Là, c'est vraiment de la compréhension de la langue française. Donc, ce sous-test-là, il est scindé en 2 parties. Une première partie où vous avez 5 questions. Sur ces 5 questions-là, qu'on appelle paragraphie isolée, comme vous pouvez le voir, ce sont 5 phrases à trous.
Donc ces 5 phrases, il faut les compléter. Et une fois qu'elles sont complétées, ces 5 phrases forment une histoire. Donc c'est très important que vous compreniez bien ça. Pour le sous-test numéro 4, la question 2, c'est la suite de la 1. La question 3, c'est la suite de la 2. La question 4, c'est la suite de la 3. Donc ces 5 questions-là, les 5 premières, forment une histoire que l'on relie au texte qui suit. Donc les 5 premières questions sont à trous et forment une histoire une fois reliées. Ensuite, vous avez un texte sur 10-15 lignes et 10 questions dessus. Donc 5 questions, un texte et 10-15 lignes dessus. Sachant que les 5 questions, une fois qu'elles sont reliées, font partie du texte. Ouais. Et comme je vous l'ai dit, un texte avec les questions. Allez, on commence de suite. Je vais vous mettre directement dans le vif du sujet. Je vais vous donner du coup un premier exercice. Comme vous pouvez le voir, vous avez 2 mots qui sont soulignés. Je vous laisse 1 minute pour me choisir la bonne réponse. Et là, il faut me trouver le synonyme. Donc, parmi les solutions, trouvez-moi la réponse où le synonyme est le plus proche des mots soulignés. Allez, une petite minute et ensuite on corrige. Allez, on corrige. Alors, l'instituteur rêvé, n'est-ce pas celui qui transmet la passion de ce qu'il enseigne, ouvre le monde et pose un regard confiant sur l'enfant qui se cherche encore et dont il... Alors, la bonne réponse ici en l'occurrence était la C, dont il perçoit déjà les potentialités. Pardon. Donc là, ce qui est vraiment très important, la bonne réponse était la C lorsque vous avez 2 colonnes comme ça. Je vous recommande dans un premier temps de ne regarder que la première colonne. Quelles sont les réponses qui ne sont pas des synonymes à discerner? On va dire que dévoiler, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pressentir, pourquoi pas. Perçoit, pourquoi pas. Distingue, pourquoi pas. Donc je garde la B, la C et la D. Ensuite, je passe à la seconde colonne de mots. Et là, je me dis, parmi les réponses restantes, B, C, D, parce que la A, on l'a supprimée, quel est le meilleur synonyme de promesse? Or, dont il perçoit déjà les potentialités, c'est vraiment le terme qui correspond le mieux, parce que là, les promesses, en l'occurrence, c'est le potentiel de l'élève à moyen terme. Ce qui fait que la bonne réponse était la C. Donc, vous regardez la première colonne de mots, vous supprimez là ou les réponses qui ne correspondent absolument pas. Et parmi les réponses restantes, vous choisissez celle qui vous semble la plus cohérente. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Vos yeux ne doivent absolument pas faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. C'est très important que vous compreniez bien ça. On supprime les réponses qui ne correspondent pas à la première colonne. Et parmi les réponses restantes sur la deuxième colonne, là, on sélectionne la bonne réponse. Allez, je vous en donne un autre. Là, c'est une question d'analogie. C'est-à-dire qu'il y a un lien logique entre les 2 mots. Entre l'arbre et la forêt, il y a un lien logique que vous devez trouver. Et ensuite, ça vous permet de trouver la bonne réponse. Allez, pareil, je vous laisse 30 secondes et on corrige. Alors, quelle est la réponse à votre avis? En l'occurrence, la bonne réponse, encore une fois, c'était la réponse C. L'arbre est à la forêt. J'ai un arbre
pour toute une forêt, ça signifie que l'arbre, c'est quoi? L'arbre est un échantillon représentatif de la forêt. Donc c'est tout simplement un exemple, un micro-élément de la forêt qui est l'ensemble. Donc ici, celle qui correspond le mieux, c'était le brin est au pré. Ouais, un brin dans le pré. Donc c'était bien un échantillon représentatif. Faites attention, hein, ce n'était absolument pas la réponse B. Le bourgeon, lorsqu'il pousse, ça devient une fleur. Attention, l'arbre, une fois qu'il pousse, ça devient un grand arbre. Ça ne devient pas une forêt. Donc ici, la relation qu'il y avait entre arbre et forêt, c'était l'arbre est un échantillon représentatif de la forêt. Ce qui faisait que la bonne réponse était un brin de blé, par exemple, est au pré. Ouais, c'est bon pour tout le monde, ça? Allez, on continue. Et on va enchaîner, du coup, avec calcul. Donc, pareil, calcul, voici les notions qui sont abordées. Donc, calcul, hein, pour faire un petit rappel, c'est les sous-tests 2 et 5. Vous avez des questions de géométrie, d'air, de surface, de calcul mental, de carré. Connaissez vos carrés par cœur jusqu'à 20, très important. Connaissez vos cubes par cœur jusqu'à 10. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Des questions de moyenne, des questions de temps, de distance, de probabilité. Ne vous inquiétez pas, les questions de probabilité, il y en a peu et elles sont totalement faisables. Des cas de rattrapage, des cas de croisement, bref, uniquement des questions de calcul et je vais vous le montrer de suite. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance dans la première question type. Je vous laisse. Alors le jour J, vous aurez 3 minutes par question de calcul. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez 3 minutes par question de calcul. Donc moi, je vais vous laisser 2 petites minutes. Donc je vous laisse 2 petites minutes pour traiter cette question, un petit peu moins, et ensuite on la corrige.
Allez, on corrige. Ici, la bonne réponse, c'était quoi? Ce qu'il faut savoir, notez bien cette formule. Hop, regardez, hop, notez bien cette formule. En l'occurrence, la bonne réponse, c'était 15, c'était réponse D. Notez bien cette formule, n-1 divisé par 2. Ça, c'est le nombre, ça correspond au nombre de poignées de main échangées entre n personnes. Donc ça correspond au nombre de poignées de main échangées entre n personnes. Donc c'est vraiment très important que vous connaissiez bien cette formule. Donc il y avait deux solutions. Soit on faisait un schéma et on reliait toutes les personnes, ce qui est un peu long. Ou alors on connaît directement cette formule. N, c'est le nombre de personnes qui arrivent à votre soirée. Donc n fois n-1, on fait n-1 parce qu'on ne va pas se serrer soi-même la main. Donc n fois n-1 divisé par 2. Simplement parce qu'il y a deux mains qui se rencontrent, mais c'est une seule poignée de main. Donc deux mains, une rencontre, divisé par 2. Donc notez bien cette formule, n-1 divisé par 2, ça correspond au nombre de poignées de main échangées entre n personnes. Ici, si on l'applique, on a quoi? On a 6 fois 6 moins 1 divisé par 2. Donc 6 fois 6 moins 1, c'est-à-dire 6 fois 5, 30. 30 divisé par 2, qui est égal à 15. D'où la réponse D. Donc vous voyez, n-1 divisé par 2, c'est une formule que vous devez connaître par cœur. C'est pour le nombre de poignées de main échangées entre n personnes. Donc vous voyez, ce ne sont pas des mathématiques pures. Ce n'est pas des dérivés, ce n'est pas des tableaux de variation. C'est simplement du calcul. Et il y a beaucoup de petites formules comme ça à connaître, il y a beaucoup de petits tips. C'est pour ça que je vous recommande un peu de préparation avec les outils pédagogiques que vous avez sur votre espace candidat sur le site de Tremplin ou alors avec votre ouvrage de préparation où justement tout est donné en fait, tout est résumé. Allez, on passe à la question numéro 2. Question de probabilité. Parce que la plupart du temps, les questions de probabilité, ça vous fait un peu peur. On va voir avec cette question, qui est une question classique, que c'est totalement accessible. Pareil, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir à ça et ensuite on répond.
Allez, on va corriger cette question de probabilité. La bonne réponse, c'était quoi? La bonne réponse, c'était B. Regardez ce que je vous recommande de faire pour les questions de probabilité. Je vous recommande de faire ce que l'on appelle un arbre de probabilité. Quelle est la probabilité d'avoir 2 garçons et une fille sur 3 enfants? Regardez, si j'ouvre mon arbre, au début, je peux avoir soit un garçon, soit une fille. Ouais. Ensuite, un garçon ou une fille. Ou alors un garçon et une fille. Donc, vous voyez, si mon premier enfant est un garçon, ensuite j'ai soit un garçon, soit une fille. Si mon premier enfant est une fille, j'ai le choix entre garçon et fille. Et pour le troisième enfant, pareil. Je fais 2 branches. Parce qu'à chaque fois, j'ai une chance sur 2 d'avoir un garçon ou une fille. Un garçon ou une fille. Un garçon ou une fille. Donc j'arrive in fine. Donc vous voyez, ça, c'est mon premier enfant. Ça, c'est mon deuxième enfant. Et ça, c'est mon troisième enfant. Donc premier enfant, garçon-fille. J'ouvre en 2. Garçon-fille, garçon-fille. Garçon-fille, 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 garçon-fille. Il y a combien de cas possibles? Il y a 8 cas possibles. Donc déjà, la bonne réponse, elle est forcément sur 8. Quelle est la probabilité d'avoir 2 garçons et une fille? Bon, on va regarder ça. 2 garçons et une fille. Vous voyez, si on prend depuis le début garçon, garçon, fille. Un scénario. On peut aussi avoir garçon, fille, garçon. Un scénario. Vous voyez, ça correspond là. Donc là, on voit les chemins possibles. Garçon, garçon, fille. Garçon, fille, garçon. Je peux aussi avoir fille, garçon, garçon. Un scénario. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Donc ici, la bonne réponse était bien 3 huitièmes. Il y a 3 scénarios sur 8 qui correspondent. Donc ici, la bonne réponse était bien 3 huitièmes. Il y a 3 scénarios sur 8 qui correspondent. Ouais, c'est bon pour tout le monde? Donc vraiment, comprenez bien cette astuce. On va utiliser un arbre de probabilité. Combien il y a de scénarios in fine? Un scénario, c'est un chemin à prendre. Il y en a 8. Combien correspondent à ce qui est demandé par l'énoncé, à savoir 2 garçons et une fille? 1, 2, 3. Donc j'ai 3 chances sur 8 d'avoir 2 garçons et une fille. Réponse C. Réponse B. Donc vous voyez, c'était pas si compliqué que ça les questions de probabilité. Il suffit d'ouvrir votre arbre de probabilité, de compter le nombre de scénarios total et de diviser par le nombre de cas demandés par l'énoncé, tout simplement. Allez, dernière question de calcul et on corrige. Une question cette fois-ci de variation en statistique. Allez, c'est parti, je suis sûr que vous pouvez le faire, je vous laisse 2 petites minutes et on corrige.
Allez, on va passer à la correction. Alors, mon conseil, c'est quoi par rapport aux statistiques? Dès qu'on vous parle de stats, vous partez d'une base 100. C'est très important que vous compreniez bien ça. Une base 100, ça veut dire quoi? Le produit augmente, le prix d'un produit augmente de 20%. Partons du principe qu'à la base, le produit, il vaut 100 euros. Parce qu'une base 100, c'est 100 euros. Donc 100 euros. Il augmente de 20%. Il passe à combien? Vous le savez, il passe à 120. Ouais. Donc partez toujours d'une base 100. On vous parle de kilogrammes, 100 kg. On vous parle de distance, 100 km. On vous parle de prix, 100 euros. C'est toujours beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc là, on est à 120. Et ensuite, on vous dit que ça baisse de 20%. Donc regardez, si ça baisse de 20%, moins 10%, c'est combien? Moins 10%, c'est moins 12. Ouais. Donc moins 10%, c'est égal à moins 12. Donc 10% de 120, c'est moins 12. Là, on ne vous dit pas 10%, on vous dit 20%, c'est-à-dire le double. Donc ça ne fera pas moins 12, mais moins 24. Donc 120 moins 24, on est à 96. Donc si je fais plus 20%, 120, moins 20%, ça fait une première fois moins 10%, c'est-à-dire moins 12, une autre fois moins 10%, c'est-à-dire moins 12, 96. Ouais. Et on vous dit quelle est la variation finale globale du prix. Bien entendu, la bonne réponse était D, c'est-à-dire moins 4%. Donc vous voyez, ce n'est pas si méchant que ça. Après, on peut vous dire, la baisse correspond à 10 euros, quel était le prix initial? Si moins 4% correspond à 10 euros, ensuite pour trouver le prix initial, vous pouvez aussi faire un produit en croix. Vous voyez, 100% fois 10 divisé par 4. Donc il y a plein de questions que l'on peut poser à partir de cette question de statistiques. En tout cas, il faut toujours partir d'une base 100, c'est ce qu'il y a de plus simple. Par rapport à une question qui m'a été posée, donc là je fais une petite parenthèse, par rapport à une question qui m'a été posée sur la question précédente, qui était la question de probabilité. On m'a dit oui, mais si jamais on fait 8 enfants, eh ben, on a de la chance, la quasi-totalité du temps, on en a maximum 3 ou 2. Que ce soit des enfants, c'est-à-dire garçons-filles, que ce soit des pièces avec des piles ou faces, on aura maximum 3 lancers. Parce que si jamais on en a 8, en fait, on n'aura pas assez de temps. Et ça fait appel à des calculs un petit peu plus compliqués. Donc c'est pour ça que je vous dis que maximum, ça va être 3. Vous n'aurez pas beaucoup plus le jour J. Il n'y a que pour les cartes où bien entendu, on peut vous dire un jeu de 26 cartes. Quelle est la probabilité de tirer un roi? Bon bah là, il y a 4 rois, 26 cartes, 4 sur 26. Quelle est la probabilité de tirer un noir? Donc une carte de couleur noire. Il y a soit rouge, soit noir, donc une chance sur 2, c'est-à-dire 13 sur 26. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas trop compliqué. Donc les arbres, vous les utilisez pour les enfants, pour les pièces. Pour les cartes, bien entendu, ça sera toujours sur 26 ou sur 52. Alors oui, Tony, si ce n'est pas précisé, la probabilité est équiprobable. Donc ce que veut dire Tony lorsqu'il me demande si c'est équiprobable, c'est est-ce qu'on a une chance sur 2 d'avoir un garçon ou une fille? Si ce n'est pas précisé, ça sera toujours 1 sur 2. Si jamais c'est précisé, si jamais c'est précisé par exemple que c'est 0,6 pour les garçons et 0,4 pour les filles, dans ce cas-là, n'oubliez pas de faire une multiplication au bout. Si on vous dit que c'est 0,6, 0,6, 0,6 pour les garçons, par exemple garçon, 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 pour faire la probabilité, vous devez faire 0,6 fois 0,6 fois 0,6. Mais vous voyez, ça fait déjà appel à des calculs compliqués. C'est pour ça que je vous dis que vous n'aurez très probablement pas ça. Vous aurez toujours une équiprobabilité, c'est-à-dire une chance sur 2. Allez, on passe à la partie logique pour terminer du coup ce live. La partie logique, vous avez une partie croisement lettres et de chiffres. On va commencer par celle-là, où c'est à vous d'identifier la suite logique. Donc pareil, je vous laisse 2 petites minutes pour traiter ça. Il y a une suite logique verticale et une suite logique horizontale. Donc c'est vraiment très important que vous compreniez bien ça. Suite logique verticale, il faut me trouver un chemin qui respecte une suite logique. Et ensuite, on a la suite logique horizontale. Et le croisement de ces 2 suites logiques vous donne du coup la bonne réponse. Donc n'oubliez pas, dès que vous trouvez une suite logique, vous supprimez les réponses qui ne correspondent pas. Et ensuite, vous trouvez la suite logique horizontale. Allez, pareil, je vous laisse 2 minutes et ensuite on traite cette question.
Allez, on corrige cette question de logique. Commençons par la logique verticale. Regardez ici la suite logique. On avait 5 plus 6 est égal à 11. 8 plus 3 est égal à 11. Donc en fait, la somme des chiffres est toujours égale à 11. Donc ça, c'était la première méthode que vous deviez utiliser. Et lorsque je regarde mes réponses, il y en a deux qui correspondent, la C ou la D. C'est normal parce que je dois encore trouver la suite logique horizontale. Donc barrer la A, barrer la B, on a le choix entre la C et la D. Concernant la suite logique horizontale, la première chose que je vous recommande, c'est de la mettre à la verticale. Donc, la première chose que je vous recommande, c'est de la mettre à la verticale. Ce qu'on va faire immédiatement. On a quoi? On a 7, 9, 7, 5, l'inconnu, 3, 3, 8, 1. Quelle est ici la suite logique? C'est ce que l'on appelle une diagonale. C'est-à-dire je me ferai un chemin à l'intérieur. Regardez, 9, 7, 5, 3, 1. Donc vous voyez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. En fait, je fais une diagonale, en l'occurrence, avec un écart de moins 2. Et c'est ce qui me permet justement de répondre la réponse D, à savoir 65. La somme des chiffres est bien égale à 11 et le deuxième chiffre est un 5. Ouais. Donc la somme des chiffres est égale à 11 et le deuxième chiffre est un 5. Donc vous voyez, il y en a pas mal des suites logiques comme ça. Il y en a 10, 15. Mais ne vous inquiétez pas, dans n'importe quel ouvrage de préparation, vous achetez ça. Et justement, les suites logiques sont énumérées. Par contre, c'est à vous de les apprendre par cœur et de les appliquer dans l'ordre. Donc vraiment, ce sous-test-là, il vise à évaluer vos aptitudes de rigueur, vos aptitudes de mémorisation pour savoir si vous pouvez apprendre quelque chose par cœur et le mettre justement en place le plus rapidement possible. La logique, c'est vraiment que du par cœur. Il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de feeling. C'est vraiment le sous-test où il y a le moins de réflexion ou de subjectivité. Vous apprenez par cœur les méthodes qui sont expliquées du coup dans vos ouvrages de préparation, vous les appliquez dans l'ordre et ça le fait totalement. Allez, je vous propose que l'on fasse une deuxième question, à savoir cette question de logique. Donc là, afin de bien vous expliquer comment ça se déroule, on a quoi? On a 3 cadres en haut. Ces 3 cadres-là sont reliés entre eux. Et justement, c'est à vous de trouver l'élément manquant qui est symbolisé par le point d'interrogation. Donc ces 3 cadres-là, vous deviez identifier 2 suites logiques, soit avec les chiffres, soit avec les barres, soit un lien entre les deux. Donc je vous laisse pareil réfléchir une bonne minute dessus, identifier une première suite logique, supprimer des réponses, identifier une deuxième suite logique et sélectionner maintenant la bonne réponse. Allez, une petite minute, puis on corrige. Alors ici, quelle est la bonne réponse? Regardez. Regardez déjà votre chiffre, il se déplace. Le 4, il est en bas à gauche. Puis, il monte le chiffre, ici à 36. Puis, il se déplace à droite. On a 100. Donc, vous voyez votre chiffre, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous voyez 4, 36, 100. Donc, vous voyez votre chiffre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, forcément, pour la bonne réponse, il devra descendre ici. Il doit être situé en bas à droite. Donc déjà, toutes les réponses qui n'ont pas un nombre en bas à droite, vous pouvez les supprimer. Donc ce n'est pas la A, ce n'est pas la C. Du fait que le nombre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il doit être situé en bas à droite. Donc c'est soit la B, soit la B, soit la D. Donc ça, c'était notre première suite logique. C'était le déplacement du nombre. Maintenant, on va voir la deuxième suite logique. Regardez, ici, c'est quoi en l'occurrence?
Regardez votre premier cadre. On a une barre avec 4. Il y a 2 extrémités à cette barre. Donc 2 extrémités au carré est égal à 4. Donc vous voyez, c'est le nombre d'extrémités au carré égale le nombre. Regardez votre deuxième cadre. Il y a combien d'extrémités dans votre deuxième cadre? Il y en a 6. 6 extrémités au carré, ça donne 36. Le troisième cadre, il y a combien d'extrémités, c'est-à-dire de bouts au bâton? Il y en a 10. 10 au carré, 100. Donc, moi qui ai hésité entre la B et la D, je vais naturellement choisir la réponse B. Pourquoi? Parce que j'ai 4 extrémités, 4 au carré, ce qui me donne 16. Donc voilà les deux suites logiques que l'on avait. La première suite logique était le déplacement des nombres à l'intérieur du cadre. Ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, de coin en coin. Donc ça doit être situé en bas à droite. Et la deuxième suite logique, c'est le nombre d'extrémités des bâtons au carré égale ce nombre. 2 au carré, 4, parce qu'il y a 2 extrémités. 6 au carré, 36. 10 au carré, 100. Donc ma bonne réponse est bien 4 au carré. 4 au carré, 16. Réponse B. Pour répondre ensuite à la question d'Inès, donc Inès Guyon-Asni. Pour reprendre justement très rapidement cette question de probabilité, cette question de logique. La suite logique verticale, ici on a dit que, donc pour la verticale, c'était 5 plus 6 est égal à 11. Chaque ligne était égale à 11. Donc forcément, l'addition des deux chiffres, est forcément égale à 11 dans ma réponse. La deuxième suite logique pour l'horizontale, on avait ce que l'on appelle une diagonale. Regardez, je le remets à la verticale. 7, 9, 7, 5, l'inconnu, 3, 3, 8, 1. Ici, on avait une diagonale comme ceci. 9, 7, 5, 3, 1. Donc, vous voyez, 9, 7, 5, 3, 1. Clac, 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 clac. Donc, vraiment, c'est très important que vous compreniez que l'on peut se frayer un chemin. L'important, c'est d'avoir un lien logique. Ici, le lien logique, c'était moins 2. De 9 à 7, moins 2. De 7 à 5, moins 2. De 5 à 3, moins 2. De 3 à 1, moins 2. Donc, on faisait à chaque fois moins 2, moins 2, moins 2 en diagonale. Donc, voilà concernant ce live. J'ai un dernier mot à vous dire qui va vous être dit par Charlotte, du coup, la directrice communication du concours. Donc là, on a vu un certain nombre de questions types. On a vu les notions que vous allez avoir le jour J. On a vu des conseils de préparation par rapport à votre tâche 2 et à quand passer le tâche 2. Et donc, il est vraiment très important que vous vous préparez bien pour ce concours en révisant bien en groupe et en vous préparant sur l'ensemble des questions types. Donc, je repasse du coup le mot à Charlotte pour conclure ce live. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions encore, même les minutes qui suivent après ce live, on sera totalement disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous dis du coup à très bientôt. Salut! Et voilà, j'espère que ce live vous a plu, vous avez appris plein de choses et vous avez vu, il faut se préparer. C'est faisable, mais sans préparation, on ne peut pas y arriver. Alors, les dernières infos du coup que j'ai à vous donner, c'est que vous avez donc tous les outils pour vous préparer qui sont aussi accessibles sur notre site web et totalement gratuits en libre accès. Vous pouvez aussi les voir sur notre application, puisqu'on a développé une application qui s'appelle Concours Écrit-Com. Donc n'hésitez pas. Alors, je vais essayer de vous la mettre en direct. Voilà, vous pouvez la voir. Et la rubrique que vous pouvez voir qui s'appelle Se préparer. Donc avec ça, ça vous fait des outils. Enfin, très important, nous allons aussi vous proposer un autre live, cette fois-ci pour la note de synthèse. Et là, vous pouvez avoir la correction de votre copie. Nous allons mettre, je pense, dès demain en ligne un sujet nouveau de note de synthèse. Et là, vous allez pouvoir le consulter. Vous allez avoir quelques temps pour le faire et nous envoyer votre copie. Et ensuite, vous allez avoir un autre professeur qui s'appelle Timothée, qui va corriger votre copie. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à regarder ça. Voilà, écoutez, ce live se termine. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère à bientôt. N'hésitez pas à faire des petits commentaires pour nous dire que ça vous a plu. À bientôt, merci.